Bonjour et bon réveil, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv, c'est le morning et voici les titres de l'actualité. Les yeux du monde rivés ce mardi vers Lausanne. Après 18 mois d'intenses négociations, 12 ans de bras de fer entre l'Iran et le reste du monde, eh bien l'heure de vérité est enfin arrivée. Les équipes ont jusque ce soir minuit pour signer un accord historique. Mais pour l'heure, les parties ne s'entendent toujours pas. Et une question dans ce contexte, que pense le peuple iranien de cet accord? La levée des sanctions serait accueillie comme une bulle d'air dans leur quotidien, mais en même temps, le projet nucléaire est une fierté nationale. Enfin, qui figure selon vous en tête du classement des femmes les plus influentes du monde? Eh bien la réponse du magazine Fortune peut surprendre. Il s'agit de la chanteuse Taylor Swift, phénomène planétaire. Ses jambes sont même assurées à 40 millions de dollars. Comment expliquer ce succès? Réponse en fin d'édition. Merci d'être avec nous. Rarement une négociation diplomatique aura été aussi longue et complexe. Le dossier nucléaire iranien, vous le savez, c'est 12 ans d'intenses discussions, mais l'issue semble donc proche. C'est ce soir à minuit que les parties devraient se mettre d'accord pour arracher un accord qui pourrait être historique. Mais je vous le disais, les discussions se poursuivent. Elles se sont poursuivies tout au long de la nuit et reprennent ce matin. Julia Galantia. Jour J pour le dossier du nucléaire iranien. Jusque tard dans la nuit, les experts des différentes délégations ont enchaîné les réunions pour tenter de venir à bout des derniers obstacles. C'est dans ce palace surplombant le lac Léman, transformé en enceinte internationale depuis une semaine, que tout se joue. Mais 3 points clés bloquent encore. D'abord, le stock d'uranium enrichi et le nombre de centrifugeuses dont disposent les Iraniens. Plusieurs options sont sur la table. La plus viable pour les grandes puissances serait de transférer les stocks en Russie et de diviser le nombre de centrifugeuses par 3. Une question au cœur de négociations acharnées. La question de la levée des sanctions est aussi un gros point de blocage. Les Iraniens voudraient voir tomber dès la conclusion d'un accord ces sanctions économiques et diplomatiques jugées humiliantes. Les grandes puissances veulent une levée graduelle de ces mesures liées à la prolifération nucléaire et prise depuis 2006 par le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Europe et les États-Unis. En cas de levée de certaines de ces sanctions, quelques pays du groupe 5+1 veulent en outre un mécanisme permettant de les réimposer rapidement au cas où l'Iran violerait ses engagements. Aux États-Unis, Barack Obama devrait avoir l'accord du Sénat américain pour la levée des sanctions, ce qui est aujourd'hui peu probable. Enfin, la durée de l'accord, les grandes puissances souhaitent un cadre strict de contrôle des activités nucléaires iraniennes, particulièrement dans le domaine de la recherche et du développement, sur au moins 15 ans, mais l'Iran ne veut pas s'engager au-delà de 10 ans. Ce matin, la Chine semble optimiste. Barack Obama affiche une volonté très ferme de signer un compromis. La France, elle, se dit insatisfaite des progrès obtenus. Une chose est sûre, ils sont encore beaucoup à vouloir un accord, à vouloir fermer ce dossier épineux qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. Et bonjour à notre spécialiste des questions internationales, Christian Mallard. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que les turbines diplomatiques vont tourner à un rythme effréné toute la journée pour arracher un accord? Est-ce que ça va se jouer jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute? Oui, tout laisse à penser qu'en effet tout va se jouer jusqu'à la dernière minute pour essayer d'obtenir ce que j'appellerais un accord au forceps. Tant il y a encore quand même des points de désaccord à régler, des points substantiels, me dit-on, au sein de la délégation française. Naturellement, on nous dit on veut aboutir, on sent que c'est maintenant qu'on peut aboutir parce que, bien entendu, chacun veut éviter la rupture. Ça serait catastrophique pour tout le monde. On veut éviter la rupture, on ne veut pas perdre la face. C'est très important dans ce type de discussion acharnée. Et en même temps, on se dit que si vraiment on en arrivait à un point où il y a encore des désaccords, on trouverait une forme de protocole d'entente qui permettrait de prolonger ce qu'on appelle la période de 3 mois qui va jusqu'au 30 juin, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on était prêt à régler les problèmes, les détails techniques d'un accord. Donc tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que pour l'instant, les points les plus sensibles qui sont sur la table sont la levée des sanctions. En effet, les Iraniens, qui souffrent des sanctions depuis plusieurs années, voudraient voir lever ces sanctions tout de suite, mais les partenaires, les gens qui sont autour de la table, les autres, les Français, Allemands, Américains, disent nous, on veut des sanctions qui soient levées, mais de façon graduelle, parce que
il faut qu'on puisse vérifier. Et les Français insistent en particulier sur ce qu'ils appellent un accord juridiquement contraignant. Et ça, je ne suis pas du tout sûr que les Iraniens puissent accepter ce type de proposition. Alors on veut que les engagements soient respectés. Oui, alors justement, Christian Mallard, est-ce que ce matin et jusque ce soir minuit, l'échec des négociations est un scénario envisageable et que signifierait surtout la non-signature d'un accord? Mais je vous ai dit, plutôt il pourrait y avoir, pour sauver la face, on pourrait parler d'un protocole d'entente qui permettrait de poursuivre les discussions et de traiter les points en suspens qui sont très sensibles. Alors, je pense qu'on fera tout pour régler cet accord, pour trouver un accord. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, vous savez, est parti hier, il va revenir à 13h. Ce matin, au moment où je vous parle, il y a 5 minutes, les négociations ont recommencé sans l'Iran, sans Javad Zarif, sans le ministre des Affaires étrangères. Donc ce sont tous les partenaires de la négociation qui sont là, sans l'Iranien, qui vont retrouver dans 25 minutes. Et bien entendu, toute la journée, on va discuter pour, encore une fois, savoir qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Les Iraniens disent on accepte de baisser le nombre de centrifugeuses, mais on va pouvoir continuer à faire de la recherche. Alors, quel type de recherche peut-on autoriser à l'Iran sur un accord qu'ils veulent sur 10 ans, mais que nous voulons, enfin, les Occidentaux, le camp occidental, veulent sur 15 ans? Est-ce qu'on peut lever les sanctions, les suspendre, les réimposer si on a la preuve que les engagements ne sont pas respectés? C'est là tout l'enjeu. Et je crois qu'en effet, on va passer une journée fébrile, journée marathon, et on verra peut-être qu'à minuit, à l'issue de ces discussions, si on aboutit à un accord ou encore une fois de plus à un semblant d'accord qui n'en est pas un. Merci beaucoup Christian Mallard d'avoir été avec nous ce matin et bonjour à nos consultants, Ali Wakat, spécialiste du monde arabe, Emmanuel Navon, spécialiste en relations internationales. Je vais vous poser une question peut-être naïve mais essentielle. Est-ce que l'accord tel qu'il a l'air de se dessiner va-t-il parvenir à mettre la bombe atomique hors de portée de l'Iran ? Je pense d'abord que si les négociations sont si ardues et si elles durent aussi longtemps, cela prouve quelles sont les véritables intentions de l'Iran. Si l'Iran n'avait pas un programme nucléaire militaire, les négociations ne seraient pas aussi ardues. Maintenant, je vous rappelle ce qu'a dit hier ou avant-hier James Wosley, l'ancien chef de la CIA américaine, qui a dit les Iraniens tricheront dès que l'accord sera signé. Donc même si un accord est signé, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudra qu'il soit vérifiable et que les puissances occidentales aient la capacité d'imposer à l'Iran de se tenir à ses engagements. Et c'est ça le fond du problème. Autrement dit, même si un accord est véritablement signé, mais que l'Iran ne joue pas le jeu et triche, ce qui est tout à fait raisonnable de penser, est-ce que les pays occidentaux auront la volonté d'obliger l'Iran à se tenir à ses engagements? C'est ça aussi la véritable question. C'est un mauvais accord qui se profile, Ali Wakat? Je ne sais pas si c'est un mauvais accord, Barbara, mais c'est un accord qui permettra à l'Iran de rester une partie, le nouveau peut-être membre dans le club nucléaire. Les Iraniens insistent à ce que tout accord doit leur permettre de conserver leur capacité d'utiliser de l'énergie nucléaire, donc de l'atome pour des buts civils. Ça, c'est un. Deux, il y a la question du mécanisme d'inspection qui laisse le doute pourquoi les Iraniens tellement insistent à négocier les petits détails du mécanisme d'inspection et bien sûr la durée de cet accord. Eux, ils veulent 10 ans, les internationaux exigent que ce soit pour 15 ans. Mais oui, Barbara, il y a une volonté de deux côtés d'achever un accord. La question reste, est-ce que les petits détails vont laisser écrouler cet accord ou il va être achevé d'ici minutes? Est-ce que cet accord permettra, comme le pensent les Américains, notamment de favoriser la paix et la détente globale et notamment la dénucléarisation du Moyen-Orient, ou au contraire, est-ce que l'effet sera inverse? On sait notamment que les puissances du Golfe sont extrêmement inquiètes quant à cet accord. En tout cas, l'effet sera inverse. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ne pourront pas accepter une république islamique de l'Iran qui fasse partie du club nucléaire international, que ce soit pour des buts civils ou d'autres buts. À mon avis, la compétition pour la bombe atomique dans la région va être accélérée, surtout quand on voit qu'au Yémen, par exemple, il y a la Ligue arabe et les Iraniens qui sont en confrontation directe. Mais Barbara, dans votre introduction, vous avez parlé de la fierté nationale des Iraniens, même ceux qui sont anti le régime, même ceux qui veulent voir les sanctions levées.
lever, pense que l'Iran, l'ancien empire perse, la grande république islamique ne doit pas céder à cette pression. Elle doit être pragmatique, mais pas renoncer totalement à ses intentions. Alors, on va continuer de décrypter cet accord avec vous, messieurs, mais tout de suite, jetons un coup d'œil, Betsabé, sur les grands titres de la presse internationale à ce sujet ce matin. Alors, la presse suit ces négociations, bien sûr, du coin de l'œil, et pour cause des discussions entrent donc, on le rappelle, dans leur dernière journée avant un accord hypothétique sur les grandes lignes du programme nucléaire de l'Iran. Alors, les chances de parvenir à cet accord, 50-50 pour les plus optimistes. C'est le cas du Guardian au Royaume-Uni qui reprend en fait la probabilité annoncée par le département d'État américain lui-même hier soir, se demandant, comme les négociateurs européens, si l'attitude de l'Iran qui maintient la tension jusqu'aux dernières minutes est d'ordre stratégique, peut-être, voire un accord signé aujourd'hui. 50-50 reprend aussi Ouest France qui relève que les négociations se sont poursuivies dans la nuit, toutes les options devant être passées au crible. D'autant que, ça coince clairement. Incertitude totale, titre Libération ce matin. Libé, presque incrédule, qui rappelle que des points clés n'ont toujours pas été réglés. Des points de blocage majeurs. Ce que le Washington Post qualifie de questions épineuses, parmi elles notamment la question de la levée des sanctions. Les Iraniens voudraient les voir tomber dès la conclusion d'un accord, ce qui enlèverait bien sûr l'emprise de l'Occident, et c'est pour cela que les 5+1 freinent des 4 fers. Même ton dans les pages du Télégraphe, plutôt sombre, qui pourtant insiste sur la nécessité de signer un accord avec l'Iran, quand bien même cela impliquerait des sacrifices, un accord qui serait historique selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, et c'est l'opinion d'un analyste du Huffington Post aussi. Un accord permettrait d'allonger le temps qu'il faudrait à l'Iran pour obtenir de l'uranium hautement enrichi, nécessaire donc à la fabrication d'une bombe nucléaire, qui prévient qu'inversement, il ne faudrait que quelques semaines à l'Iran en cas de non-accord. Voilà, des négociations difficiles, on le comprend, d'autant que les négociateurs sont attendus dans leurs pays respectifs avec des résultats. Exactement, pour convaincre un Congrès qui menace de faire dérailler le processus en adoptant de nouvelles rétorsions contre l'Iran. Le secrétaire d'État américain John Kerry ne peut pas rentrer aux États-Unis les mains vides, souligne en France Le Monde. John Kerry qui est soutenu par l'opinion publique. Le Washington Post affirme en effet que les Américains souhaitent l'obtention d'un accord avec l'Iran, même en l'échange de la levée des sanctions. Alors le hic, cela dit, 6 Américains sur 10 considéraient aussi qu'un accord n'empêchera peut-être pas l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. C'est d'ailleurs la question que pose CNN et que posait Emmanuel Navon à l'instant. Si un accord était signé, l'Iran tricherait-il, soulignant que même si un accord ouvrirait de nouveaux horizons à la République islamique, cela pourrait ne pas suffire à faire respecter cet accord. Alors on le comprend bien, Emmanuel Navon, l'un des plus épineux obstacles à cet accord, c'est la levée des sanctions, totales ou graduelles, selon à qui l'on pose la question. Est-ce que le Congrès américain va jouer les troubles-fêtes finalement ? D'abord, ces sanctions, le fait qu'elles existent, c'est la principale raison pour laquelle l'Iran est arrivé à la table de négociation. Il faut bien comprendre que sans sanctions, il n'y a pas de négociation, puisque c'est ça qui pousse l'Iran à négocier. Et sans la menace de nouvelles sanctions, l'Iran ne fléchira pas. Et par conséquent, les sanctions ne sont pas le problème, elles sont une partie de la solution. Le fait que le Congrès américain, justement, menace d'alourdir les sanctions, cela est justement plus à même de faire pression sur l'Iran pour éventuellement montrer plus de flexibilité dans ces négociations. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, c'est ce que dit le Congrès. S'il n'y a pas d'accord, alors les sanctions seront alourdies parce qu'il faut stopper le programme nucléaire iranien. Je vous rappelle que le but des sanctions, c'était également de porter atteinte à l'économie iranienne pour convaincre les ayatollahs de cesser leur programme nucléaire. S'il n'y a pas d'accord, il faudra renforcer les sanctions. Dans cette logique-là, pas d'accord du tout et peut-être pire qu'un mauvais accord. S'il fallait inverser la formule habituelle, est-ce qu'on ne serait pas plongé à nouveau dans ce processus d'escalade de tension avec toujours plus de sanctions et puis l'Iran qui continuerait à poursuivre son programme nucléaire?
Je pense que selon le leadership en Iran, et on n'oublie pas que Khamenei est dans une situation médicale où on parle de la fin de Khamenei, encore une fois, effectivement, si les sanctions sont plus lourdes, si des sanctions beaucoup plus lourdes sont imposées, il n'est pas impossible que l'Iran revienne partiellement sur son programme nucléaire, mais en tout cas, sans menace de sanctions et d'intervention militaire, il n'y aura rien qui pourra influencer les Iraniens là-dessus. Restez avec nous, messieurs, on parle d'un autre aspect de ce dossier. Les grandes puissances, vous le savez, tendent leurs mains au régime iranien, mais gardent sous silence l'influence que gagne Téhéran dans l'ensemble des conflits de la région. Cette puissance tentaculaire qu'est l'Iran est au cœur des scènes irakiennes, syriennes, libanaises et yéménites. Le point en image, signé Mathias Hilbert. Pour la plupart des experts, la bombe nucléaire n'est pas une finalité pour l'Iran, mais un moyen de plus pour améliorer sa stratégie. Une stratégie expansionniste qualifiée aussi de tentaculaire qui vise à imposer l'influence chiite dans le monde musulman. Et l'Iran d'avoir des pions, de contrôler un axe de 5 capitales au Proche et Moyen-Orient. La sienne, Téhéran, Damas en Syrie, Beyrouth au Liban, Bagdad en Irak et puis récemment Sanaa au Yémen. Prenons les unes après les autres. La Syrie est le seul pays dont le pouvoir a prêté allégeance à l'Iran. De Hafez al-Assad à Bachar, son fils, ils ont permis à la République d'imposer son influence dans la région, tant en Syrie qu'au Liban, où le Hezbollah est justement une création du régime des Mollahs. Il a été fondé et surarmé par l'Iran. Sa présence avec les forces spéciales iraniennes en Syrie et le long du Golan syrien montre que la stratégie militaire de l'Iran demeure intacte sur cet axe syro-libanais. Autre objectif de l'Iran, prendre le contrôle de l'Irak, son rival historique. Une fois Saddam Hussein destitué, une grande partie de l'arsenal militaire sunnite décimé, il ne restait plus que l'élection d'un premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, de 2006 à 2014, pour que l'Iran pose ses pions, tant dans les arcanes du pouvoir que dans les zones géographiques à majorité chiite. L'homme à la base de cette conquête militaire et politique de l'Irak, le voici, le général Qassem Soleimani, le chef des forces Al-Quds, des gardiens de la Révolution, ici, en première ligne, en compagnie de l'armée irakienne à Tikrit, dans les combats qui les opposent aux djihadistes de l'État islamique. Dernière terre d'influence chiite, le Yémen. Les rebelles houthis fondés par l'Iran en 1992 ont promis de marcher sur Sanaa et défient le géant saoudien en jurant de remplacer le pouvoir à Riyad. Résultat, l'Arabie saoudite a immédiatement répliqué par des frappes aériennes, plantant ainsi le décor d'une nouvelle guerre sunnite, chiite. Encerclé par les troupes américaines en Irak et en Afghanistan, l'Iran était il y a 10 ans sur la défensive. La République islamique est en passe aujourd'hui de devenir l'un des pays les plus influents et puissants du Moyen-Orient. Ali, si cet accord est effectivement signé ce soir à minuit, est-ce qu'il permettra à l'Iran de conquérir librement, cette fois, le Moyen-Orient ? Bon, l'Iran est en train de conquérir librement le Moyen-Orient. Le Yémen est officiellement peut-être le 4e pays satellite de l'Iran, mais oui, l'Iran ne va pas arrêter. S'il y a un accord ou s'il n'y a pas un accord, la question de l'accord facilitera la tâche des Iraniens, mais les Iraniens en tout cas continuent leur marche à conquérir plus d'influence. Entre les lignes, quand les Iraniens parlent d'armée des milices palestiniennes en Cisjordanie, quand les Iraniens qui ont hésité de collaborer avec le Hamas parce que le Hamas était en conflit avec le régime égyptien. Et là, ils voient que l'Égypte fait partie de cette coalition saoudienne et participe aux frappes au Yémen. Ils se voient plus libres de renouer les relations avec le Hamas, des relations qui vont sans doute avoir des conséquences sur la situation au Sinaï. Les Iraniens ont plus de cas. C'est vrai que ceux qui payent le prix en fin de compte, c'est le peuple iranien qui succombe sous les sanctions. Mais moi, je pense que les Iraniens savent très bien que les 5 qui sont assis en face d'eux veulent un accord, veulent voir l'Iran revenir à la famille internationale, et la majorité de ces pays, au moins la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis, considèrent l'Iran un élément stabilisateur dans cette région frappée par le chaos. Alors, Iran, rôle stabilisateur dans la région, est-ce que l'Iran va étendre son influence au Moyen-Orient avec cette fois l'appui officiel des Américains pour s'ingérer dans les conflits ?
L'Iran n'est pas une force stabilisatrice au Proche-Orient. L'Iran est une force déstabilisatrice au Proche-Orient, qui soutient toutes les forces, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit toutes les forces de terrorisme au Proche-Orient. Donc l'Iran n'est pas une force stabilisatrice, au contraire. L'Iran est le trouble-fête du Proche-Orient. Et un Iran avec une arme nucléaire ou un Iran au seuil de l'arme nucléaire serait encore plus dangereux. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne pourront plus arrêter l'Iran. Aujourd'hui, il y a encore une certaine capacité américaine et occidentale à limiter la casse sur les forces déstabilisatrices de l'Iran au Proche-Orient. Mais un Iran au seuil nucléaire pourra imposer sa volonté. L'Iran n'est pas une force stabilisatrice au Proche-Orient, au contraire. Alors en tout cas, cet argument de l'expansion de l'influence iranienne dans l'ensemble de la région est un des éléments clés utilisés par Israël et Binyamin Netanyahou depuis longtemps. Maurice Binyamin Netanyahou qui a reparlé avant-hier, de l'axe Iran-Lausanne-Yémen. Oui, mais pour comprendre la position du Premier ministre israélien sur ce dossier, il faut revenir au discours devant le Congrès prononcé en mars 2015, un véritable réquisitoire contre le nucléaire iranien. Alors, à propos de Daesh et de l'Iran, et de ce que le Premier ministre a nommé l'État islamique et la République islamique, écoutez ce que disait le Premier ministre. Ainsi, quand il s'agit de l'Iran et de Daesh, l'ennemi de votre ennemi est votre ennemi. Vous le voyez, la formule est neuve, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. La formule s'adresse aux États-Unis qu'il met en garde contre un mauvais accord sur le nucléaire avec un faux allié. Alors revenons à hier, pareil, une déclaration du Premier ministre qui ne parle plus de nucléaire iranien, ni de centrifugeuse, ni même de stock d'uranium, comme si l'accord était inéluctable. Cette fois, Netanyahou s'adresse au monde arabe sunnite en lutte contre la volonté d'hégémonie chiite. Il retourne à la formule classique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Écoutez Benjamin Netanyahou. L'accord qui se profile à Lausanne envoie un message selon lequel non seulement on n'a pas à payer le prix de son agressivité, mais on est au contraire récompensé. Les pays modérés et responsables de la région, en particulier Israël et beaucoup d'autres États, seront les premiers à subir les conséquences de cet accord. Vous voyez, Israël et les pays arabes modérés font face au même ennemi, l'Iran, l'impérialisme chiite, l'Arabie saoudite, les États du Golfe et l'Égypte sont nos alliés dans la lutte contre Téhéran. Et puis, cette déclaration du Premier ministre dimanche en Conseil des ministres, le Benjamin Netanyahou avait inventé un nouveau concept, vous l'avez dit, celui de l'axe Téhéran-Lausanne-Sahana. Écoutez ce qu'il a à dire sur cette question. Après l'axe Beyrouth-Damas-Bagdad, l'Iran est en train de bouger dans le sud aussi pour prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient. Cet accord, comme il apparaît, confirme nos inquiétudes et même au-delà. Voilà, vous voyez, sauf qu'en hébreu, ça rime. Ça rime, moins en français, mais ça rime en hébreu. Vous voyez, donc, le Premier ministre apparemment considère que l'accord est inéluctable. Il y a juste son ministre des Affaires étrangères, Yuval Shtanis, qui continue à critiquer la teneur de l'accord et tente de réveiller la communauté internationale de sa torpeur. Les Iraniens, dit-il, n'ont jamais respecté un accord. Et Shtanis considère que si l'accord en gestation est mauvais, il aurait pu être encore plus mauvais sans l'intervention diplomatique israélienne et surtout le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès. Ali, est-ce que cet accord, c'est aussi l'échec de Benjamin Netanyahou ? Non, je ne pense pas que cet accord est l'échec de Benjamin Netanyahou. S'il y a un accord dans la formule qui s'avère selon le reportage qu'on entend, et d'ailleurs, je tiens à faire savoir, tout le monde parle dans l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les chambres. On devine ce qui se passe. Moi, je ne pense pas que les 5 puissances aient une position plus flexible que Benjamin Netanyahou, mais les 5 puissances savent très bien que l'Iran est là d'autres rôles à remplir dans la région. Je pense que l'échec, c'est de laisser cet accord durer pendant, ou ces négociations durer pendant 12 ans, alors que la formule dont on parle maintenant était là aussi en 2007, était là encore depuis 2008. Benjamin Netanyahou aura causé plus de tort qu'autre chose à ce développement de ce programme nucléaire et à cet accord qui sera signé ce soir probablement. C'est grâce à lui que le dossier est au centre de la diplomatie internationale. Celui qui cause du tort ici, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui développe ce programme nucléaire, pas Israël. Et c'est grâce à Benjamin Netanyahou que le dossier iranien, et comme je l'ai dit, est devenu au centre de la diplomatie internationale. C'est lui qui tire la sonnette d'alarme depuis près de 20 ans. Sans vraiment y parvenir ? Il ne peut pas
pas à lui seul empêcher ce programme, mais au moins il a tout fait pour que les puissances occidentales prennent la mesure de ce danger, et là-dessus il a réussi, bien entendu. Là où il n'a pas réussi, mais ça ne dépend pas de lui, c'est de convaincre l'Occident d'être plus ferme. C'est pour ça qu'il est allé au Congrès le mois dernier en expliquant aux États-Unis, c'est vous la grande puissance, c'est vous la superpuissance, c'est vous qui êtes en position de force, cessez de négocier comme si vous étiez en position de faiblesse. C'est pour ça que Yuval Steinitz était en France aussi la semaine dernière? Je pense que oui, Yuval Steinitz était en France pour essayer de convaincre la France que les 6 puissances qui négocient sont en position de force. Et c'est cela que l'administration Obama semble oublier. Elle semble négocier comme si elle était en position de faiblesse. Barbara, ce que comprend l'Occident et moins la direction israélienne, c'est que le plan nucléaire, le programme nucléaire iranien n'est pas un but en soi pour les Iraniens, c'est un outil pour établir leur hégémonie dans la région, dans une région sunnite où ils sont minoritaires. Donc ce que demandent les Iraniens, c'est d'être pas un allié, mais un partenaire de l'Occident, et que leurs intérêts soient pris en considération quand l'Occident essaye de dessiner ou de redessiner la carte des intérêts dans cette région. C'est un coup dur, comme vous dites, pour le rapport de force chiite-sunnite dans la région. Tout à fait, mais à mon avis, on est au-delà de ce rapport. Les Iraniens sont devenus, au cours de ces négociations, le partenaire favorable des États-Unis, le partenaire favorable de pas mal de superpuissances internationales. Quand on voit l'Occident parle il faut digérer le maintien de pouvoir en Syrie par Bachar Assad, on a entendu John Kerry, on a entendu certains responsables français, malgré le fait que le président français Hollande a nié qu'il y a un changement dans la politique française, mais on voit que à la longue durée, les intérêts de l'Iran réussit à s'imposer et à imposer leurs alliés dans la région plus que les pays arabes ne le fassent. Il n'y a pas un double jeu, une schizophrénie même américaine dans ce soutien d'une part à l'Iran chiite, mais aux pays du Golfe sunnite et par exemple dans ces derniers développements au Yémen? Je pense que le fait que l'Arabie saoudite ait décidé d'intervenir militairement, seule finalement, avec ses alliés arabes contre les forces chiites au Yémen, montre bien à quel point l'Arabie saoudite ne croit plus à l'administration Obama, se sent lâchée par l'administration Obama. Maintenant, c'est vrai que l'administration Obama, dans sa lutte contre Daesh et dans sa tentative désespérée d'arriver à un accord avec l'Iran, a fini par lâcher ses alliés sunnites au Proche-Orient. D'où la formule dont a parlé Maurice tout à l'heure, qu'avait prononcé le Premier ministre au Congrès, l'ennemi de votre ennemi. Et votre ennemi, ne vous trompez pas. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'administration Obama est tellement désespérée à avoir un accord qu'elle traite l'Iran comme un allié. Lâcher, je ne pense pas, Barbara, les alliés, mais manœuvrer entre les anciens alliés et des nouveaux alliés éventuels, ça c'est oui, parce que l'Arabie saoudite a formé cette coalition arabe, mais l'Arabie saoudite se base sur une logistique et sur des informations des services secrets et de l'armée américaine. Merci beaucoup Ali, merci Maurice, merci Emmanuel. On se retrouve juste après un nouveau journal avec cette question: que pense le peuple iranien de cet accord? La levée des sanctions serait accueillie comme une bulle d'air dans leur vie quotidienne extrêmement difficile depuis plus de 10 ans, mais en même temps le projet nucléaire est une fierté nationale. On y revient donc après un nouveau journal, restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Je vous rappelle le grand titre de ce mardi: un accord entre les 6 grandes puissances et l'Iran qui pourrait donc être signé ce soir à minuit, date butoir après 12 ans de zigzag politique avec Téhéran. Et on va continuer de décrypter cette actualité avec Emmanuel Lavonne, spécialiste en relations internationales, avec vous Rudy, mais tout d'abord avec les grands titres de la presse de notre belle région. Ce matin, il est évidemment question du dossier nucléaire iranien. On l'a dit, il ne reste donc plus que quelques heures aux grandes puissances pour arracher un accord. Et pour la presse, c'est l'incertitude totale sur l'issue des négociations. Et oui, des négociations sur le nucléaire iranien, Barbara, qui rentrent dans leur heure décisive. Voilà le titre ce matin choisi par nos confrères du quotidien de centre-droite Maariv. Ce soir à Lausanne, ce sera le moment de vérité, renchérit de son côté le Yediot Aharonot, et les négociateurs qui vont devoir faire face à des choix difficiles, écrit
le quotidien panarabe Asharq El Awasat, car comme le relève le Al-Hayat, des divergences persistent entre le 5+1 et la République islamique. Alors pour les Américains, c'est du 50-50 et en cas d'échec, Washington n'exclut pas de nouvelles sanctions contre l'Iran. C'est ce que révèle le quotidien de gauche Haaretz. Après 18 mois de marathon diplomatique, l'issue reste toutefois imprévisible, écrit le Jerusalem Post ce matin, le quotidien israélien en langue anglaise qui estime que les grandes puissances espèrent une percée avant ce soir. Un zèle de l'Occident que dénonce ce matin l'éditorialiste du Israel Hayom. Pour Boaz Bismuth, le temps joue en faveur des Iraniens et en défaveur d'Obama. Les grandes puissances ne peuvent pas se permettre de revenir bredouille de Lausanne ce soir. Obama encore moins, car les républicains l'attendent au tournant et l'Iran en a bien conscience. Voilà tout le problème, conclut Boaz Bismuth. Et puis pour Noir Kliger, dans les colonnes du Yediot Ahronot, les États-Unis n'ont rien appris de leur intervention tardive durant la Seconde Guerre mondiale. S'il ne faut rien pour stopper le programme nucléaire iranien, il sera une nouvelle fois trop tard, écrit Noir Kliger, qui lui-même est un rescapé de la Shoah. Et pour les Iraniens, Cyril, c'est aussi le lieu choisi pour ces négociations qui pose problème. Oui, Barbara, car si les grandes puissances et l'Iran venaient à bout des derniers obstacles, il reste le problème du lieu, ironise le Israel Hayom, car Lausanne rappelle de très mauvais souvenirs aux Iraniens. C'est en effet dans cette ville suisse, nous rappelle le Israel Hayom, que fut signé en 1923 le traité éponyme qui démantela l'Empire ottoman et donc le dernier califat islamique. Voilà de quoi faire grincer les dents des ayatollahs. Voilà une petite leçon d'histoire donnée ce matin par le Israel Hayom. Voilà, on note quand même que si un accord sera finalement signé, eh bien, les festivités risquent de se déplacer ce soir et demain matin vers Genève et le Palais des Nations de Genève. On termine par cette analyse dissonante dans les colonnes du Jerusalem Post qui se place ce matin à contre-courant de l'alarmisme de Benjamin Netanyahu. Exactement, et on la doit à Yossi Melman, cette analyste, un journaliste spécialisé dans le domaine du renseignement. Il écrit pour le Jerusalem Post ce matin, il pose cette question: Israël a-t-il vraiment le couteau iranien sous la gorge? En dépit des concessions que les grandes puissances s'apprêtent à faire à Téhéran, un accord sur les ambitions de l'Iran ne constitue pas une menace existentielle pour l'État hébreu. Voilà ce que pense Yossi Melman. Pourquoi? Eh bien parce qu'Israël a l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Sa position stratégique au milieu d'un monde arabe en plein délitement s'est même améliorée ces dernières années. Il n'y a donc aucune menace existentielle pour l'État juif, pas même l'Iran. C'est pourquoi les Israéliens devraient se montrer beaucoup plus confiants que le Premier ministre Netanyahou, car si Israël devait avoir le couteau sous la gorge, eh bien il aurait les moyens de frapper, et de frapper très fort contre l'Iran. Emmanuel Lavon, c'est un scénario qui reste encore et toujours envisageable, frapper très fort contre l'Iran? Il faut bien comprendre que le démembrement des pays arabes dont parle Yossi Melman ce vide est rempli par l'Iran. Et par conséquent, justement, le fait que le Proche-Orient, les pays du Proche-Orient, on a parlé tout à l'heure de la conférence de Lausanne, qui a créé ces États artificiels sur les ruines de l'Empire ottoman. Ces États artificiels aujourd'hui implosent, et le vide, le pouvoir à horreur du vide, est rempli par l'Iran. Donc oui, l'Iran constitue une menace. Maintenant, même si effectivement Israël a une capacité militaire et également nucléaire qui pourrait frapper très fort l'Iran, si la première frappe vient de l'Iran, le coup peut être très dur. Et par conséquent, le fait qu'Israël soit capable de se défendre ne signifie pas que l'Iran ne peut pas porter un coup très dur à Israël. Tout de même, est-ce qu'on pourrait quand même comprendre que pour Israël, un Iran mis en marge de la communauté internationale serait peut-être plus dangereux qu'un Iran en contact permanent avec l'Occident et avec les alliés d'Israël? C'est une illusion. L'Iran ne mène pas sa politique parce qu'il est isolé. L'Iran est isolé parce qu'il mène cette politique. Et par conséquent, ça n'est pas en signant un faux accord et un mauvais accord que l'Iran changera de politique. Il y a une idéologie derrière le régime iranien. C'est un régime depuis 1979 qui est une république islamique, qui veut imposer la vision chiite de l'islam, l'exporter au Proche-Orient. Et ce n'est pas l'isolement qui en est la cause, c'est cette politique qui est la cause de l'isolement. Alors précisément, on va s'intéresser à ce qui se passe au sein même de l'Iran, avec cette question: que pense le peuple iranien lui-même de cet accord? Il dit la levée des sanctions serait évidemment très bien accueillie par les Iraniens qui souffrent depuis plus de 10 ans de ces sanctions extrêmement contraignantes, mais en même temps le projet nucléaire est une vraie fierté nationale. Oui, c'est même une manière pour le régime des Mollahs, qui est un régime autoritaire, on l'a rappelé, de souder son opinion publique. Et celui qui a très bien compris cela, c'est Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président. À son arrivée au pouvoir en 2005,
On le voit là en mode nucléaire. Celui qui était donc alors président développe, on ne se moque pas, développe en mode nucléaire. En mode nucléaire, en train de visiter une installation nucléaire. Alors il développe ce thème d'un droit au nucléaire pour l'Iran, car il sait que c'est un thème et une question de fierté nationale pour les Iraniens, et pour cause. Le programme nucléaire iranien n'est pas quelque chose de nouveau dans l'inconscient collectif iranien. Le programme nucléaire iranien avait été lancé à l'époque même du Shah d'Iran, puis repris dans les années 90 par Rafsanjani. Les Iraniens depuis considèrent donc depuis longtemps le nucléaire comme un droit pour deux raisons. La première raison, c'est que d'autres jeunes pays de la région, comme le Pakistan ou Israël, sont considérés par les Iraniens comme équipés de l'arme nucléaire. La seconde, c'est que les Iraniens se positionnent en héritiers de l'Empire perse et considèrent donc en grande nation que l'arme nucléaire, eh bien, c'est une évidence pour eux. Voilà, c'est donc tous ces ressorts qui vont être utilisés pour fédérer au fil des ans autour de la question nucléaire dans le pays. Absolument. D'autant plus que les années Ahmadinejad ont été marquées par une privation encore plus sévère des libertés, et surtout une crise économique très grave pour les Iraniens, avec un taux d'inflation qui certaines années a pu atteindre 30%. Donc on a joué la carte du nucléaire à fond, et le symbole de cette stratégie, eh bien, c'est ce billet de 50 000 rials. Il est apparu le 1er mars 2007. 2007, à l'époque, il valait un peu plus de $5. La particularité de ce billet, c'est qu'il représente un noyau atomique entouré de son nuage d'électrons. On va zoomer, on va un petit peu mieux le voir. C'est une manière de faire de la maîtrise de la technologie nucléaire une grande cause nationale, et c'est d'ailleurs le billet dans la vie quotidienne le plus utilisé par les Iraniens. Et les années Ahmadinejad seront marquées par les grandes conférences sur le nucléaire et des grands rassemblements sponsorisés par le régime. Et dans un article paru il y a quelques années dans le Los Angeles Times, Aaron David Miller, qui est un journaliste américain spécialiste de la région, disait: il paraît que le programme nucléaire est devenu une partie intégrante de l'identité iranienne, de sorte que la défaite des efforts de l'Occident pour limiter les activités nucléaires de l'Iran est également considérée comme l'objet de fierté nationale. Donc on y vient à cette fierté nationale. Voilà, sauf qu'il faut noter que ce fameux billet de 50 000 rials a lui aussi bien changé depuis quelques jours. Voici le nouveau. La nouvelle version. Voilà, alors déjà il y a un petit changement, deux différences, c'est que déjà sa valeur ne vaut plus que 1,5 $. Dévaluation terrible de la monnaie. Voilà, c'est aussi une conséquence des sanctions, mais surtout si on le regarde, on voit tout simplement que sur ce nouveau billet, sorti en pleine négociation avec les 5+1, les symboles nucléaires, donc il est sorti le 4 mars dernier, il y a quelques jours, le symbole nucléaire a été remplacé par les portes de l'université de Téhéran, une manière de se montrer plus pacifique par rapport à l'opinion internationale, mais aussi pour certains conservateurs en Iran, un aveu de faiblesse dans ces négociations. Toujours est-il que si l'Iran arrache un accord satisfaisant, le régime des mollahs ne se privera pas de s'en vanter auprès de son opinion publique. Évidemment. Alors Emmanuel, si on se place à présent du point de vue iranien lui-même, est-ce que cet accord est pour l'Iran, pour le peuple iranien, la seule solution pour trouver une solution aux sanctions paralysantes, on l'a dit, à l'effondrement de l'économie nationale et à l'isolement international, bref, se sortir du chaos par cet accord, c'est leur seule solution? C'est sûr d'abord que pour eux, ces sanctions ont eu leur effet, parce que sinon, ils ne seraient pas venus à la table des négociations. Ces sanctions, le fait qu'ils soient venus à la table des négociations, sont la preuve que les sanctions ont eu leur effet, qu'elles portent atteinte à l'économie iranienne. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, la première priorité de l'Iran, c'est d'annuler ces sanctions à tout prix. Mais l'Occident exige que l'Iran fasse preuve de sa bonne foi, et l'Iran n'est pas de bonne foi. C'est la raison pour laquelle ces négociations bloquent. Au bout du compte, ce qui déterminera l'issue de ces négociations dans les heures à venir, c'est est-ce que oui ou non les Iraniens seront prêts à payer le prix que l'Occident exige pour la levée des sanctions. On aura la réponse dans quelques heures. Alors qu'en pensent les Iraniens? On va continuer de s'intéresser à cette question avec vous, Alexandre Adibzadeh. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-iranien, vous vivez en exil à Paris depuis plusieurs années. Alors la question du programme nucléaire est importante aux yeux des Iraniens. Est-ce que c'est vraiment une fierté nationale, comme on le disait? Alors effectivement, c'est devenu une question de fierté nationale, et comme vous l'avez spécifié, depuis que Mahmoud Ahmadinejad a eu en fait cette malice de vouloir jouer sur cette fibre patriotique sur le programme nucléaire. Néanmoins, il faut savoir que actuellement, le peuple, à cause de cette crise économique, de l'inflation et bien évidemment qui sont résultats des sanctions, sont vraiment à cran. Donc c'est une crise économique qui a fait carrément exploser la classe moyenne en Iran. Donc au jour d'aujourd'hui, les Iraniens veulent vraiment que cette histoire arrive à son terme et que les sanctions soient levées. Donc effectivement, d'un côté, bien sûr, il y a cette fibre patriotique, le nationalisme qui veut qu'ils pensent, ils ont droit à avoir le nucléaire, bien évidemment civil, comme ils le précisent. Mais d'un autre côté, les sanctions sont vraiment
Alors, justement sur cette question, est-ce que la rue iranienne a opéré pendant ces 18 derniers mois une pression populaire sur le gouvernement pour qu'il accélère, pour qu'il accepte des concessions, pour que cet accord soit enfin signé, pour que ces sanctions soient enfin levées? Alors bien évidemment, il y a vraiment un exemple type, c'est les élections. Ouais. Les élections, il y avait d'un côté Hassan Rouhani et de l'autre côté, il y avait Saïd Jalili. Saïd Jalili qui était quand même quelqu'un de très proche du guide Ayatollah Ali Khamenei et qui était quand même le négociateur principal de l'Iran avec le monde occidental au sujet du programme nucléaire. Et donc au niveau des élections, Saïd Jalili a perdu vraiment face à Rouhani, ce qui montre que les gens voulaient vraiment mettre un terme à cette histoire. Ça, c'est déjà un exemple vraiment parlant de cette histoire. Si un accord, pour finir, Alexandre Abizadeh, si un accord n'est pas trouvé, est-ce qu'il faut craindre en Iran un soulèvement populaire ou en parallèle même un renforcement des conservateurs opposés à cet accord? Alors écoutez, l'histoire du soulèvement, bon, le peuple, ça fait des années et des années que le peuple on en a marre de cette situation. Ouais. Le problème, c'est que, bon, ils sont sous la pression. Par contre, juste un petit détail, sachez qu'au niveau nationaliste et patriotique, la fibre patriotique dont vous parliez, il faut savoir que même ce qu'avait fait Mahmoud Ahmadinejad avait fait en sorte que même quelqu'un comme Ardeshir Zaidi, qui était le gendre du Shah, qui était très proche du Shah et qui était par exemple l'ambassadeur d'Iran aux États-Unis pendant des années, juste à partir de 2006, donc à partir du moment où Ahmadinejad a commencé à jouer là-dessus, même lui, qui est actuellement en exil à Montreux en Suisse, a exprimé son soutien au programme nucléaire. Donc ça, en disant, c'est un droit inaliénable. Donc le peuple en Iran pense ça, effectivement, mais d'un autre côté, ils s'en ont marre, ils ont vraiment envie que ça finisse cette histoire et que tout redevienne un peu plus normal, Merci beaucoup Alexandre Abizadeh d'avoir été avec nous ce matin. Emmanuel, un mot des milieux conservateurs en Iran. Ils se sont opposés à cette négociation depuis 18 mois, n'ont pas raté une seule occasion de critiquer les concessions qu'accorderait le régime au 5+1. Est-ce que ces voix-là vont encore s'élever davantage dans le pays si un accord est effectivement signé ce soir? Il y a des voix des deux côtés. Il y a des voix des conservateurs qui s'opposent aux négociations même et aux concessions vis-à-vis de l'Occident. Il y a les voix libérales qui, elles, sont plus pour la levée des sanctions. Mais il faut bien comprendre que l'Iran n'est pas une démocratie et que ces voix ne sont pas elles qui déterminent le cours des événements. Au bout du compte, celui qui décidera, c'est le chef suprême, Al-Khamenei. Et c'est lui qui décidera de l'issue de ces négociations. Alors parlons du guide suprême. L'ayatollah Khamenei a adopté finalement un double jeu face à ces négociations depuis plusieurs années. Il ne s'oppose jamais officiellement à l'accord, mais ne cesse de critiquer les États-Unis, le grand Satan, à chacune de ses sorties publiques. Pourquoi cette position à ce point ambivalente ? Parce qu'il manipule la naïveté occidentale. Il veut que ces négociations aient lieu pour pouvoir progresser avec son programme militaire, mais dès que ces négociations touchent au point sensible, à savoir imposer à l'Iran des limitations, là il fait marche arrière. Il faut bien comprendre que la raison pour laquelle Khamenei accepte que ces négociations aient lieu, ce n'est pas parce qu'il veut se réconcilier avec l'Occident, c'est parce qu'il veut utiliser l'Occident comme un moyen, ou ces négociations plus exactement, comme un moyen de poursuivre le programme nucléaire iranien. Sa haine des États-Unis, sa haine de l'Occident est authentique. Elle ne changera pas. Et par conséquent, si Barack Obama pense véritablement que par le biais d'un accord, il changera l'idéologie du régime iranien, il se trompe complètement. Il renforcera peut-être le camp modéré, le camp plus centriste iranien incarné par Rouhani. C'était la théorie d'Obama lorsqu'il s'est fait élire. On a vu le résultat de cette théorie, pas seulement vis-à-vis de l'Iran, mais vis-à-vis de tous les pays du Proche-Orient. Obama pensait qu'en flattant les gens au Proche-Orient, on allait les convaincre d'être moins anti-américains ou plus pro-américains. On a vu les résultats de cette politique avec le soi-disant printemps arabe qui a mené les islamistes au pouvoir dans tous les pays où il y a eu des élections. Et on voit la naïveté aujourd'hui de cette politique vis-à-vis de l'Iran. Cette théorie est fondée sur une illusion. Merci beaucoup Emmanuel Von d'avoir été avec nous ce matin. On continuera évidemment de suivre minute par minute et heure par heure l'avancée de ces négociations à Lausanne. Merci Rudy. Et Cyril, on se retrouve juste après un nouveau journal. On parlera de cette histoire, l'histoire du jour. Un habitant de Jérusalem accusé de s'être engagé dans les rangs de Daesh. Il n'est pas le premier. Il serait en tout 40 Palestiniens ou Arabes israéliens à avoir rejoint l'État islamique. Le détail après un nouveau journal.